SHF Market, le site de référence de vente de jeunes chevaux et poneys de sport et d'élevage, vous présente l'émission Des jeux et débats. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien des Jeux équestres mondiaux, des jeux et débats. C'est tous les soirs en direct de 19h à 20h sur Cavadeos et Normandie TV. C'est en direct de Caen, là où se passent ces Jeux mondiaux, et c'est avec Angèle Lobigna. Bonsoir Angèle. Bonsoir Willy. Et oui, c'est bel et bien parti. C'était le top départ sportif ce matin pour 3 disciplines, le dressage, le reining et le paradressage. Et 3 disciplines dont on va parler bien sûr aujourd'hui avec nos invités. Ils vont se succéder tout au long de cette émission, mais un seul va rester avec nous du début à la fin. Et cet invité aujourd'hui, il était l'ouvreur de l'équipe de France de dressage. Il participait à ses premiers championnats et donc à ses premiers Jeux mondiaux. Et cet invité, c'est Alexandre Ayache. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Mehdi, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Très heureux d'être sur le plateau. Et ben nous aussi. Assez honoré. On est heureux de vous recevoir. On va parler évidemment de cette première expérience au sein de cette équipe de France de dressage dans le stade d'Ornano. Et nous accueillons également l'ouvreur de l'équipe de France de reining qui participe ici à ses 2e Jeux équestres mondiaux. Il était à Lexington en 2010. Il s'agit de Grégory Legrand. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Grégory qui ouvrait en effet cette épreuve de reining pour la France, placé derrière les Américains, c'était pas très facile, on va y revenir tout à l'heure évidemment. Et on a notre Américaine sur le plateau. Welcome, Claire Feltes. Bonsoir Mehdi. Claire Feltes qui manie de main de maître le site Cavadeos. Bonsoir. Vous avez suivi évidemment le reining aujourd'hui. C'est pour ça que vous êtes venu dans votre habit de je ne lumière. suis pas spécialiste de reining, mais on m'a prêté l'Association française du Quarter Horse. C'est un beau chapeau. Eh bien, très bien. Merci à eux. Et on va évidemment parler des autres disciplines aussi avec vous en tant que consultante. Alors, on va d'abord parler de dressage, Angèle, avec une épreuve qui a démarré très tôt ce matin, 8h du matin, sous la pluie malheureusement, dans le stade d'Ornano, et avec Alexandre qui a donc ouvert les hostilités pour la France, et puis Marc Boblet aussi qui est passé aujourd'hui pour la France, lui un peu plus tard dans la journée. Marc Boblet qui a fait une belle prestation puisqu'il est 10e pour l'instant au provisoire à la fin de cette première journée avec plus de 70%. On va tout de suite écouter sa réaction et puis on en reparle évidemment juste après. Très étonnamment, la jument est vraiment restée avec moi. Je l'ai sentie très concentrée, très sereine. Elle a gardé un très bon contact. J'ai pu continuer à marcher au pas le tour du rectangle que les gens aient fini d'applaudir pour ensuite commencer à trotter. Et tout allait très bien. Oui, il y a le zigzag où elle descend encore un petit peu sa nuque, où il faut que je contrôle encore un petit peu l'équilibre. Mais pour moi, c'est beaucoup plus fluide que ce que ça n'a été. On voit aussi les 2 temps et les temps qui sont maintenant très corrects et qui sont beaucoup moins chaloupés. Ça a été bien pire. Et puis surtout mes pirouettes, ça je suis ravi de mes pirouettes. On a le droit d'aller sur la piste 2 jours avant. Alors là effectivement les chevaux sont relativement stressés, mais on a pas mal de temps pour rentrer, sortir et faire un petit peu ce qu'on veut. Du coup elle s'attendait exactement pas à trouver autant de public évidemment, parce que là c'était vraiment nombreux. Mais le fait de passer sous le tunnel, ça elle s'était vraiment habituée, donc pas de stress. J'ai même pu m'arrêter pour attendre que l'autre cavalier puisse passer avant moi, et j'ai eu aucun souci. Alexandre, vous qui avez vécu cette première journée de dressage, la France est 8e par équipe, Marc est donc 10e, vous êtes 26e. Quel est le bilan ce soir? Quel est l'état d'esprit des troupes? L'état d'esprit des troupes est toujours très bon. Moi j'étais le joker, entre guillemets. J'ai un cheval qui démarre depuis 7 saisons seulement sur ces épreuves-là, et on est tout nouveau. Donc nous on a fait entre guillemets notre travail. Je dis entre guillemets parce qu'on aurait pu faire des performances en ce qui me concerne avec mon cheval meilleur. Après on a préféré assurer plutôt que de prendre beaucoup de risques. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, je ne sais pas, mais il fallait le faire. Donc on l'a fait, je suis très content du comportement du cheval. Et Marc a joué son rôle de leader français, comme il sait très bien le faire, et il nous a présenté une super reprise avec beaucoup de très bons moments. Et les moments qui étaient plus critiques ces derniers temps s'avèrent que ça est en train de se caler merveilleusement bien. Et je pense que la suite, pour Marc en tout cas, va être superbe.
En tout cas, on espère, avec cette performance, que Marc Boblet va rentrer dans le spécial. On rappelle que les 30 meilleurs du Grand Prix vont passer dans le spécial, ce sera mercredi. Est-ce qu'il y a une petite déception pour vous, Alexandre? Vous êtes un tout petit peu en dessous de vos points d'habitude. On sait qu'on est au championnat du monde, que c'est plus difficile. Est-ce que vous aviez de la pression plus que d'habitude? Je pense pas que c'était une question de pression et je pense pas que c'était plus difficile. Je pense que le cheval, quand je suis rentré dans le stade, il y a eu ces applaudissements et c'est énorme. Alors on n'a surtout pas envie de dire aux gens de s'arrêter, au contraire, vous arrêtez surtout pas. Mais du coup, le cheval a été un tout petit peu surpris et je l'ai senti un petit peu inquiet. Et c'est une chose que j'ai jamais sentie en épreuve en fait. Donc j'ai pas su réagir, certainement un peu un manque de métier sur ces choses-là, parce que forcément on n'a jamais eu ce problème à gérer. Et du coup, j'ai pas su réagir, j'ai pas su si je devais mettre plus de pression ou si au contraire, je devais faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire gérer et essayer de faire le sans faute. Maintenant, les gros points forts du cheval sont piaf passage et je prends pas de points là, je reste sur des notes très normales dans piaf passage et au contraire, j'arrive à gratter des points dans le galop où normalement, j'en prends pas. Donc, quelque part, je suis assez content du truc. Après, on est toujours beaucoup plus malin après que pendant. Maintenant, ouais, il y a une petite déception parce qu'on aurait vraiment aimé faire voir de quoi on est vraiment capable. Là, on l'a fait voir qu'à moitié. Mais en même temps, vous vous êtes quand même montré. On ne vous connaissait pas il n'y a encore pas si longtemps à ce niveau d'épreuve. Si on vous avait dit en début d'année que vous alliez monter les Jeux mondiaux, vous auriez signé tout de suite. Ah oui, non. Mais puis si on m'avait dit la semaine dernière que ça se passerait comme ça, je signais aussi tout de suite. Il faut appeler un chat un chat. Je veux dire, c'est juste une expérience extraordinaire. Monter devant le public. La cérémonie d'ouverture et tout ce qui va, c'est juste énorme, c'est énorme. Mais bon, du coup, c'est tellement énorme qu'on a dû gérer un truc qui n'avait pas besoin de gérer d'habitude. Et voilà. Et Lights of Londonderry a seulement 10 ans. C'est vrai qu'on vous voit avec lui seulement depuis le début de l'année. Vous l'avez récupéré en début d'année ou quel a été son parcours avec vous? En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un cheval qui appartient à mon meilleur ami au départ, que lui a acheté à 3 ans. Il a monté le cheval jusqu'à ses 7 ans. Il a fait les championnats à 7 ans. Et le cheval était étalon, très compliqué. Et Jean Vezin, donc mon meilleur ami, s'est blessé au genou. J'ai récupéré le cheval, moi, pour lui rendre service au départ, pour travailler le cheval, pour pas qu'il perde trop de temps. Et je m'entendais vraiment très très bien avec le cheval. Et quand Jean est venu le récupérer, il m'a vu monter le cheval. Il m'a dit « Alex, je ne peux pas le récupérer, tu t'entends trop bien avec le cheval, tu dois le garder ». Donc j'ai racheté la moitié du cheval. Et en 2012, et voilà, on en est là en 2014. J'ai fini le travail que lui avait très bien commencé. Moi, j'ai fini et on en est là. Mais c'est sûr que tout a été très, très, très vite. Cette année, c'est 5 mois. Voilà, on part du premier concours, premier Grand Prix, aux Jeux mondiaux. Ouais, je signe tout de suite, je re-signe moi. On va partir demain, allez-y. C'est ça. Bon, en tout cas, on va continuer de parler de dressage, évidemment, mais il y avait du dressage et il y avait aussi du reining. Du reining au Parc des Expositions avec une équipe de France, là aussi, avec Grégory en ouvreur. Et puis Anne-Sophie Guerrero aussi. On a vu 2 cavaliers de reining français passer aujourd'hui. Vous aviez la lourde tâche de passer derrière les Américains. Avant de vous écouter, on va justement écouter bien votre coéquipière Anne-Sophie qui, elle, a réalisé un pattern noté à 214 points. Écoutez-la. Alors Anne-Sophie, ce pattern, ça s'est passé comme vous vouliez? Dans l'ensemble, oui. Jusqu'au stop où elle n'a pas donné autant que j'aurais voulu. Je l'ai peut-être un peu trop attendue aussi, j'ai un peu trop compté sur elle. Donc voilà. Mais sinon, tout le reste, elle était vraiment là et je suis très contente. C'est le score que vous attendiez? J'attendais un petit peu plus. Je pense que c'est mes stops qui m'ont pénalisée. Vous espérez une place en finale? Bah là, ça va être vraiment dur. Avec le score là, peut-être la consolante jeudi. J'aimerais vraiment. Mais la finale, pas directement, non. Alors pour vous, Grégory, ça n'a pas aussi bien commencé ce matin? Vous êtes 36e, je crois bien. Ouais, ça s'est même très mal passé. Le cheval a bien commencé. On a commencé par les spins. Ça s'est très très bien passé sur les spins. Et ce sont ces pirouettes au trot, voilà, très rapides sur les postérieurs. Ça a très très bien commencé. Sur le cercle, ça s'est moins bien passé parce qu'il a changé de pied en arrivant au centre. Donc là déjà, je prends un point de pénalité, donc ça commence pas bien. Sur le ralentissement, il ne revient pas bien, il se tend dans ma main, il ne revient pas derrière ma main. Du coup, là, je ne prends pas de crédit, même voire je descends la note. Et en plus, malheureusement, sur mon deuxième cercle, ça se passe bien, mais mes stops, le cheval, on pense qu'il s'est fait un petit peu mal dans le premier stop et un petit peu peur. Et il prend peur sur le premier stop. Le deuxième stop, il se cabre. Alors là, je prends carrément 5 points de pénalité. Donc autant dire que là, c'est
C'est à out, c'est fini, voilà. Et bon, bah, je finis le dernier stop pour le cheval qui le fait correct. Mais pour moi, c'est fini. C'était la fin. Bon, heureusement, il nous reste encore Anne-Sophie qui a bien fait. Et puis il nous reste encore Bastien Bourgeois et Cédric Guerrero, qui est le mari d'Anne-Sophie, qui sont des bonnes cartouches pour l'équipe de France. Et qui vont passer donc demain. Claire, vous avez suivi justement toute cette journée, le reining. Oui. Comment est-ce que vous avez justement trouvé ça? Vous disiez, vous n'êtes pas une spécialiste de reining. On sait qu'il y a toujours une ambiance phénoménale. Les tribunes sont pleines ici pour le reining. Est-ce que c'était aussi bien qu'à Lexington? Oui, c'était aussi bien qu'à Lexington, même mieux, parce que grosse ambiance, en particulier quand les Français passaient. Et puis j'étais très contente d'être au reining aujourd'hui parce qu'il pleuvait quand même des cordes toute la journée. Et on est dans une arène au chaud à l'intérieur avec une super ambiance. Et c'est vrai que ces jeux, c'est du coup l'occasion pour le public et pour nous aussi, journalistes. Donc moi, je suis plutôt d'habitude le concours complet, de découvrir d'autres disciplines, de rencontrer d'autres cavaliers. Et non, c'était une super expérience aujourd'hui de découvrir le reining, les codes, les tenues vestimentaires. J'ai vu que les filles, ça brille beaucoup. Vous y êtes mis d'ailleurs. Voilà, j'ai essayé de rester dans le ton aujourd'hui. Et puis finalement, c'est du dressage avec une grosse ambiance. C'est là où il y a une belle ambiance aussi en dressage, mais c'est vrai que là, on entend voilà, les cris des spectateurs dès que vous effectuez les encouragements, en particulier au moment des spins, des stops. C'est quand même très très impressionnant. Le public connaît très peu cette discipline, encore en France. Vous étiez à Lexington il y a 4 ans, c'est le pays du reining, évidemment. Les Américains sont encore une fois les grands favoris ici. Est-ce que vous avez l'impression que le public français vraiment réagit à ce que vous faites et que c'est en train d'arriver un peu plus en France et qu'en tout cas ces jeux sont une bonne vitrine pour la discipline? Pour nous, c'est une porte extraordinaire ces jeux, puisque malheureusement, on a souvent l'amalgame entre le reining et tout ce qui est folklore cowboy. Et là, les gens découvrent enfin que c'est un vrai dressage avec ses complexités, voilà. Et les gens peuvent vraiment voir que c'est un vrai dressage, une vraie qualité de chevaux, un vrai travail en amont. Et voilà, c'est ça où on veut là défendre le truc ici sur ces jeux, et notamment avec vous les médias, pour dire venez, le reining c'est vraiment un sport. Et le folklore passe au deuxième plan, même s'il y a une super ambiance, que les gens, ça c'est très américain, les gens participent au parcours avec nous, mais c'est un vrai dressage. Est-ce que vous imaginez... Pardon, allez-y. Ce que je trouve très impressionnant aussi, c'est la capacité de vos chevaux à avancer et tout d'un coup à s'arrêter et à rester calme avec la... donc on sent qu'il y a un gros travail derrière. On a une sélection de chevaux pour arriver à faire ça, tous les chevaux ne sont pas capables de le faire. Et puis un vrai dressage qui est relativement rapide, puisque nous, notre première compétition s'effectue à la fin des années de 3 ans. Pour les chevaux à 2 ans, la fin aux États-Unis, à la fin des années de 3 ans, donc on va dire presque à 4 ans. Ils ont ce niveau déjà pratiquement sur les codes et les manœuvres. Alexandre, pardon. Allez-y, je laisse la place aux filles. Allez-y. Et justement, à propos d'âge, je crois que votre cheval a 7 ans et celui de Franck Perret demain en a 12. Ça fait une grosse différence. Oui. C'est vieux, c'est l'âge mature pour un cheval de reining? La maturité, c'est plutôt 6-7 ans. La maturité sur un cheval de reining. 12-13 ans commence à être un cheval qui a de l'âge. Alors pas pour son usure physique, puisqu'on a les mêmes pathologies que dans les autres, pas plus, pas moins. Mais c'est qu'en reining, comme on est à une main et les rênes relativement souples, puisque tout contact va décréditer un peu la manœuvre, toute résistance du cheval, et le cheval va finir par anticiper les choses. Et c'est là où on va perdre du crédit. Donc les vieux chevaux, ils connaissent la musique et ils nous piquent les manœuvres. C'est ce qui m'est arrivé moi dans le cercle. Le cheval a été échauffé toute l'année. Souvent en arrivant au centre, on change de pied. Là aujourd'hui, il m'a dit « Ah, on change ». Et moi, j'ai pas eu le réflexe suffisamment tôt pour lui dire « Non, non, on ne change pas de pied ». Et puis il a changé et j'ai pris un point de pénalité. Donc c'est l'anticipation qui nous pose un vrai problème. Et à haut niveau, ils ont une carrière de combien d'années à peu près? On va dire que voilà, on commence de 4 ans jusqu'à 12 ans à haut niveau. Après, c'est exceptionnel. Finalement, il y a des similitudes, j'imagine, dans le discours de Grégory. Des choses que vous retrouvez, Alexandre? Complètement. Sur l'anticipation, par exemple? Les chevaux déroulent le Grand Prix très souvent. Et sur l'anticipation des mouvements, ça peut nous arriver aussi. Après, nous, c'est un peu différent au niveau du contact. Nous, on a un réel contact qui nous permet de sentir, je pense, un petit peu plus en amont qu'eux, qui, comme disait à juste titre, ils ont vraiment des rênes avec très peu de contact. Donc le cheval peut voler, je pense, plus facilement une figure pour eux en reining que pour nous en dressage, qui sommes vraiment sur un contact un peu plus franc.
Mais ouais, complètement, il y a de vraies similitudes. En plus, nous, on a 11 parcours différents. Donc on met jamais les figures dans le même sens. On peut faire grand, petit cercle, on peut faire grand, petit, grand cercle. Donc toutes les figures dans les 11 parcours sont dans différents ordres. Donc c'est tout l'intérêt du cheval de surtout rien anticiper et attendre l'ordre du cavalier, qui doit être fluide. Ces parcours sont différents chaque année ou comment ça se passe? Là, par exemple, là sur les jeux, là sur la qualification par équipe, on a le pattern 6. Mais pour la consolante, on aura le pattern 5, qui est un autre pattern. Alors pattern, c'est le patron, voilà, la reprise. Et sur la finale, on aura le pattern 10. Donc on a vraiment, là, rien que sur les jeux, 3 patterns différents à effectuer pour ceux qui iront jusqu'à la finale. Oui. Et ça, vous le savez à l'avance? Là, sur les jeux, oui. Sur les jeux, oui. Sur certains concours, on peut le savoir beaucoup plus tard. Là, sur les jeux, on était au courant à l'avance. Mais on ne fait jamais répéter un cheval son parcours parce que justement à cause de ces problèmes d'anticipation. Comme vous à la détente, vous ne répétez pas toujours les mouvements dans le bon ordre. Non. Par contre, nous on essaye quand même, avant le Grand Prix, de faire ce qui se fait à main droite, ce qui se fait à main gauche, le jour de l'épreuve. Ça évite, quand on part dans les deux temps, que le cheval parte dans les temps. Voilà, on essaye quand même de respecter ça. Mais je pense que c'est là où il y a une vraie différence, c'est que nous, voilà, on peut gérer un peu plus l'escroquerie du cheval, voilà, parce qu'on a ce contact que eux n'ont pas. Et ça nous permet de pouvoir éviter ça. Presque tout le temps. Je dis presque tout le temps parce que de temps en temps, ils arrivent quand même à nous. Certains avaient eu quelques soucis quand même aussi aujourd'hui. Bien sûr. La France qui est donc 8e pour l'instant en dressage, 12e pour l'instant en reining. Et il y avait aussi les cavaliers de paradressage qui ont entamé leur compétition. Eux étaient aussi sous la pluie comme les dresseurs. Même combat, ça s'est passé sur l'hippodrome. 4 Français sont passés. Alors en grade 3, on a une 7e place pour l'instant pour Vladimir Vinchon, une 9e pour Samuel Cattel. Et en grade 1B cet après-midi, Valérie Salle est 11e et Anne-Frédérique Royon 9e. On écoute tout de suite Anne-Frédérique Royon qui est plutôt satisfaite de sa première reprise. C'est un bon début, sachant que j'aurais pu faire un petit peu mieux. J'étais plus sur la découverte du terrain, même si on est sur le site déjà depuis quelques temps, mais voilà, j'aurais dû mettre un peu plus d'activité. J'ai pas encore une totale confiance en ma jument, même si les choses s'arrangent. Et en fait, aujourd'hui, j'ai mesuré qu'elle était vraiment super. Et j'aurais pu oser envoyer un petit peu plus la soupe, quoi. Mais après, sur les figures, sur le déroulé? Alors, sur les figures, le tracé, ça s'améliore parce que l'année dernière, j'avais vraiment des gros soucis de tracé. Donc, ça s'améliore. Il y a encore des petites choses à rectifier. Je ne suis pas toujours parfaite dans mes transitions ou dans mes figures. Mais voilà, il reste toujours du travail, c'est ça qui est intéressant. Alors, ça va très vite, ces Jeux mondiaux. Il y a 3 disciplines en simultané. Vous avez le temps un petit peu, dans une journée comme aujourd'hui, de vous suivre les autres ou pas du tout? Pour nous, ça a été assez compliqué de pouvoir aller voir ailleurs, alors que ce n'est pas l'envie qui manque. Moi, j'avais mon épreuve ce matin et on avait Marc qui passait cet après-midi. Entre deux, on a regardé un peu les chevaux qui nous intéressent là-haut. Et puis un peu de distance, mine de rien. Mais une chose est sûre, c'est que entre la RLM et entre le spécial et la RLM, on a une journée off, nous. Et on va aller voir Il y a pas mal de monde qui veulent voir les raineurs. Ouais. Donc on espère qu'on va avoir le temps d'aller les voir. Vous avez du succès. Hein. Ils veulent tous vous voir. Ils veulent tous vous voir. C'est surtout pour l'ambiance. Tout à l'heure, elle nous a lancé un petit pic en disant qu'en dressage, c'est mou. Mais on va faire changer ça. On est une équipe, là, on commence à mettre un peu d'ambiance. En dressage, c'est mou. D'après les photos que j'ai vues de vous et de vos 2 camarades pour l'instant, c'est-à-dire, voilà, on les voit plus sur les écrans de Marc Poblet, d'Arnaud Serre et de vous-même. Ça va, c'est pas si mou que ça cette année. Vous êtes en train de donner un nouvel élan à la discipline, en tout cas en France, et vous donnez une nouvelle image. Donc ça, c'est plutôt agréable. Je pense que c'est un impératif. C'est du sport et je pense que si on veut aller lutter contre les nations qui sont vraiment très soudées, que ce soit les Hollandais, les Anglais, c'est vraiment des groupes d'amis qui ont fait évoluer le sport. Je pense que ça va faire avancer les choses et puis faire voir aux gens qu'on ne fait pas que dormir au bord du dressage, quoi. On peut aussi rigoler. Et je pense que les raineurs, pour ça, sont un vrai exemple. Est-ce que vous allez aller voir les dresseurs, l'équipe de para justement, et rigoler avec eux? Bien, on a les mêmes un peu soucis de timing et de distance. C'est vrai qu'à Lexington, l'avantage, on a pu voir le dressage, on a pu suivre l'endurance parce qu'on était sur le même site.
Là, c'est beaucoup plus compliqué sur ces jeux, puisqu'il y a des distances, la circulation ne se fait pas très bien, et les distances font qu'on ne peut pas toujours avoir le temps d'aller voir les autres disciplines. Ce qui est dommage d'ailleurs. Vous savez ça aussi, puisque vos équipes courent partout et pour aller un peu sur tous les sites, ça va être votre cas aussi. Vous avez aussi vu les cavaliers de complet aujourd'hui? Oui, alors les cavaliers de complet, ils sont arrivés au Pin hier et donc avant le début de leurs épreuves, eux, ils ont la visite vétérinaire mercredi. Ils ont passé 2 heures sur le village là, des Jeux mondiaux. Voilà, donc tout va bien pour eux. Ils ont vraiment hâte de découvrir le cross. Et... Ça va être très gros visiblement et très dur. Voilà, on leur annonce très gros. Pierre Michelet leur a dit que ça allait être gros et dur. Et puis ils attendent aussi de voir les conditions climatiques. Là, il pleut. Est-ce qu'il va pleuvoir jusqu'à samedi? Comment va être le terrain? Donc, voilà, mais sinon pour eux, tout allait bien, les chevaux étaient bien installés. Et là, ils sont en période d'acclimatation des chevaux, un peu comme ça se fait sans doute aussi en dressage, pour les habituer à l'environnement. Bon, eh bien en tout cas, on salue les cavaliers de complet qui nous regardent et puis on les suivra à partir de jeudi, puisque le dressage du complet, ça démarre jeudi. Claire, merci beaucoup d'être passée nous voir. On va vous laisser retourner taper vos articles avec frénésie sur Cavadeos. Et Grégory, merci beaucoup à vous aussi. Demain, vous allez regarder vos petits camarades, bien évidemment. Les collègues. Et on attend évidemment le classement définitif par équipe. Ce sera demain soir comme pour le dressage. Mais vous, Alexandre, vous restez avec nous. Le para-dressage, encore à l'honneur avec notre rubrique le jour J maintenant. Et le jour J aujourd'hui, eh bien, c'est celui de Maude Vinchon, l'épouse de Vladimir Vinchon, cavalier qui a déroulé sa reprise en grade 3 aujourd'hui, qui est 7e au provisoire. Marie Naï l'a suivi ce matin, dès le petit déjeuner. Vous allez voir que femme de cavalier, ce n'est pas toujours de tout repos. Ce matin, Vladimir Vinchon déroule sa première reprise au JEM. À ses côtés, Maude, sa femme. Elle le suit dans toutes les grandes échéances. Ça va, Guy? Et toi? Ouais. Bon, le premier passe à quelle heure ce matin? Là? Non, mais me prends pas mes machins, toi. Au rendez-vous du petit déjeuner, elle connaît tout le monde, les membres de la fédération, les coéquipiers, les entraîneurs saumurois. Au fil des années, sa présence est devenue indispensable. C'est le déstresseur de Vlad. D'ailleurs, il n'y a pas pu se lever ce matin. C'est la préparatrice mentale de Vlad. Ce matin, le petit déjeuner est plutôt calme en l'absence des 2 petites filles du couple. Un vrai changement pour Maude, qui doit souvent gérer la maison en l'absence de son mari. Vladimir part 2 fois par semaine à Saumur. Quand il part en compétition, du coup, c'est pareil, et toute la gestion de la maison également. Dans 25 minutes. Ah bon? Ah oui. La pression va monter quand on va arriver sur le site. Du coup, non, c'est le petit déjeuner le moment le plus sympa. C'est sous la pluie qu'elle embarque pour le terrain de concours. Pendant toute sa préparation et sa détente, Maude reste auprès de Vladimir. Le moment le plus compliqué, c'est quand Vladimir rentre en piste, je pense. Parce que la pression monte et peur qu'il fasse une faute, que ça se passe mal. Donc c'est à ce moment-là. Après sa reprise, Vladimir se prête au jeu des interviews. Maude, elle, découvre enfin le score de son mari. Ah, très bien, une bonne note, 67 632. Impeccable. Gérer son stress, apporter un soutien moral. Pour Maude aussi, les JEM, c'est du sport. Pour quelques minutes en piste, c'est à temps plein que Maude se dévoue. Alors en paradressage, l'entourage est au moins aussi important que dans les autres disciplines équestres. L'entourage, c'est la famille, mais c'est aussi le staff. Nous accueillons aujourd'hui quelqu'un de très important dans le staff de paradressage. Il s'agit de la kinésithérapeute Florence Aretz. Bonsoir Florence. Bonsoir. Tout va bien du côté de nos athlètes? Tout va bien, les 6 vont bien. Les 6 sont en forme, oui. Bon. Alors on va revenir évidemment sur toute la logistique qu'il faut autour de ces cavaliers, la préparation physique notamment, parce que certains cavaliers réalisent de vrais exploits en paradressage. On est très content de pouvoir en parler avec vous. Et on est aussi très content de retrouver un visage en France qu'on n'a pas vu depuis longtemps, un visage qui a beaucoup œuvré sur Equidia. C'était le précurseur des sports équestres sur Equidia, celui qui a emmener les sports équestres à la télévision, Xavier Debreuil, qui maintenant travaille au Québec, au Canada. Bonsoir Xavier. Bonsoir, bonsoir à tous. J'ai l'impression d'être vieux là tout d'un coup. Mais non. Descriptif, là, j'ai une grosse claque. J'ai pas dit que c'était il y a longtemps. Non, mais j'ai connu le muet, moi, monsieur.
Bon, j'espère que vous n'allez pas être muet ce soir en tout cas. Xavier, vous avez suivi évidemment cette première journée. Vous êtes ici pour suivre les performances des Canadiens, mais j'imagine que vous regardez aussi ce que font les Français, et notamment les dresseurs, parce que je crois que le dressage vous plaît beaucoup. C'était mon trip, ouais, comme on dit. Bah, en plus, c'est vrai que j'ai le cœur un peu déchiré parce que là maintenant je me reprends à vouloir soutenir et supporter deux nations. Alors c'est pas toujours compatible. Ça a été plutôt en demi-teinte quand même pour les Canadiens cette première journée. Ouais. Donc, 10e pour l'instant au provisoire. Il y a un pays où je me réjouis, puis il y en a un autre où je dis que je suis malheureux. En tout cas, ça fait le bonheur pour l'instant de l'équipe de France et d'Alexandre, mais pour l'instant on n'a qu'un seul score qui compte en dressage. À mi-course, on a déjà enlevé le plus mauvais score des deux qui sont passés aujourd'hui. Est-ce que vous avez pu suivre aussi les autres disciplines, autres que le dressage? Le reining, beaucoup, parce qu'en plus c'est vrai que pour les Canadiens c'est d'habitude une source de médailles potentielles depuis 2002, depuis l'apparition du reining aux Jeux équestres mondiaux. Ça a souvent souri au Canada. Là, aujourd'hui, on a fait un démarrage plutôt moyen. Bon, c'est une équipe quand même où il y a 3 concurrents sur 4 pour qui c'est le premier gros rendez-vous. Pour Lisa Coulter, elle, son cheval, c'est juste son 2e show avec. Josiane Gauthier qui est passée ce matin, elle, ça fait 5 semaines que le cheval est dans ses écuries, donc tout ça est très neuf. Il y a aussi une part de mise en place en fait en vue de ce qui va se passer dans 4 ans. Et oui, ce sera chez vous dans 4 ans. Ce sera. Alors comment je peux dire maintenant? Ce ne sera pas chez moi, ce sera chez nous. Ça marche. À Bromont, donc au Canada. Ouais. On aura l'occasion de la famille Deslauriers. On aura l'occasion d'y revenir évidemment toute cette quinzaine, puisqu'on parlera des prochains, mais on va d'abord rester évidemment ici en Normandie. Et le paradressage, vous avez suivi plusieurs éditions de ces Jeux équestres mondiaux. Encore une fois, ce n'est pas une attaque sur votre âge. Le paradressage existe aux Jeux mondiaux depuis 4 ans. C'était à Lexington, la première édition pour ces cavaliers. Est-ce que pour vous, justement, c'est important de les voir maintenant arriver? On les a vus à la cérémonie d'ouverture, souvent défiler en tête des délégations. Ils ont vraiment une place très importante dans ces Jeux mondiaux. Comment est-ce que vous vivez ça, justement, en tant qu'observateur du sport? Bien, en fait, plus la famille du cheval s'élargit, plus elle rassemble ses chapelles, justement, à l'occasion des Jeux mondiaux, mieux ce sera pour tous, parce que je sais que ça a l'air d'être un peu nono, comme ils disent au Québec, de dire ça, mais que c'est une grande famille, mais il faudrait qu'elle le soit réellement plus fréquemment. Ça aiderait le sport en général. Il faut arrêter de séparer le monde. Et c'était ça l'idée des Jeux mondiaux. Et de voir que justement le paradressage rentre. Et puis demain, peut-être que ce sera justement le horseball, le polo, etc. On a tous envie de ça. Alors ça pose d'autres problèmes qui sont le coût d'organisation des Jeux. Le choix de la ville de 2018 en a été le parfait exemple. Ça a été compliqué, en l'occurrence à cause du coût, mais en tout cas, dans l'esprit même des Jeux, voir justement le paradressage enfin arriver aux Jeux mondiaux, c'était plus qu'il était temps, quoi. Ils sont contents, vos cavaliers? Très. Vous vous sentez intégré, oui, dans cette compétition de haut niveau? C'est vrai que Lexington, ça a été la première étape. C'est vrai que là, c'était assez fort. Parce que bon, je crois que c'est des athlètes avant tout. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé en 2005, je débutais avec Fanny Delaval, qui venait d'être nommée à la tête du paradressage. Et quand moi, j'ai commencé à m'occuper des cavaliers, ils m'ont vu arriver d'un drôle d'œil parce qu'ils venaient là pour monter à cheval, ils venaient pour faire des performances. Mais parler et toucher au handicap, c'était compliqué. Mais il fallait aussi leur faire comprendre que s'ils voulaient être performants, il fallait s'occuper quand même de leurs difficultés et de leurs déficiences motrices, quoi. Donc, se prendre en charge, c'était important. Comment est-ce que vous les prenez en charge et comment est-ce qu'eux-mêmes se prennent en charge, évidemment, d'un point de vue physique maintenant, vraiment d'un point de vue médical? Oui. Comment est-ce que vous les suivez? Au quotidien? Non, parce qu'ils ont obligation d'avoir un suivi kiné-ostéo toute l'année, dans leur région, là où ils sont, là où ils vivent. Et en fait, moi, je les suis sur certains stages quand je peux me déplacer et sur les grosses compétitions quand je peux y aller. Donc là, je vois, la semaine dernière, j'étais avec eux, donc on a refait le point. J'ai bien sûr des relations avec leurs praticiens habituels pour voir s'il y a des petits soucis. Après, moi, sur les compétitions, on met en place, suivant les heures, il y a certains, je prends juste avant de monter à cheval. Qui, par exemple? Est-ce que vous avez Alors, des ceux exemples que je prends juste avant, il y a Thibaut, Vladimir,
Joker, Anne-Frédéric, qui ont besoin d'être mobilisés, étirés de par leur déficience motrice, pour après avoir une mise à cheval quand même beaucoup plus agréable et être plus performant. Et après, souvent, je les prends plus en récupération. Mais c'est vrai que je les prends 1 à 2 fois par jour. Quand vous êtes avec eux juste avant, justement, quand vous mobilisez les muscles, comment ça se passe? C'est un vrai échauffement finalement, avant de monter à cheval? Tout à fait. Donc, les gestes de base, c'est quoi pour vous par exemple? Au niveau, par exemple, pour Thibaut, Anne-Frédéric, c'est beaucoup de mobilisation des membres inférieurs parce qu'ils ont des muscles rétractés, voilà, hein, ils ne sont pas comme les gens valides, donc il faut beaucoup étirer, échauffer, et puis des massages de préparation, tout le haut du corps et tout le dos, comme n'importe quel sportif. Alors, on dit souvent que les sportifs ont besoin de s'étirer. Oui. Vous êtes des sportifs aussi, les cavaliers valides. Est-ce que c'est important aussi pour les cavaliers valides, et peut-être d'ailleurs des cavaliers qui nous regardent, de s'échauffer avant de monter à cheval? Certains disent que ce n'est pas un sport. C'est pas vrai. Hein. Allez-y, montez à cheval à cru, vous allez voir les courbatures derrière. Mais est-ce que, par exemple, tous les cavaliers devraient faire ça? Bien sûr, comme tout sportif, je pense, et puis aussi faire autre chose à côté. Hein. Tous les sportifs du para, là, je les oblige à faire de la piscine, de la musculation. Enfin bon, ils ont obligation de s'entretenir, voilà, comme n'importe qui. Je pense qu'il y a beaucoup de cavaliers valides qui devraient prendre exemple sur ce que Madame dit, parce qu'il y a beaucoup de cavaliers qui montent à froid, il y a beaucoup de cavaliers qui font pas la moitié de ce que Madame dit. Je pense qu'il y a un vrai problème avec ça, en tout cas chez les valides, et je pense que c'est un très bon exemple parce que malheureusement on peut se faire mal en montant à cheval. Et ceux qui pensent le contraire, je les invite sans aucun problème à faire un petit tour d'équitation et puis ils vont voir. Alors la question qui fâche. Une diagonale au trop moyen déjà. C'est ça. Ou la longueur au passage, puis on comprend que c'est claquant, quoi. C'est ça. La question qui fâche, est-ce que vous échauffez, Alexandre? Ouais, alors nous on a eu la chance depuis peu. Alors je vais dire la vérité, c'est depuis peu. On a eu la chance avec la Fédé. La Fédé nous a mis un préparateur sportif au stage de regroupement, Benoît Campa, qui est entraîneur entre guillemets de Teddy Riner. Donc le bonhomme sait vraiment de quoi il parle. Et il nous a fait découvrir plein de choses. Et en tout cas, découvrir non, parce qu'en fait on sait tout ce qu'il nous a dit, on le sait déjà depuis très longtemps. Mais par contre, il nous a mis le point sur beaucoup de choses. Et on s'aperçoit qu'avec des étirements avant et après n'importe quel sport, le lendemain on n'a pas de courbature. Donc c'est tout bête, mais ça a vraiment servi. Donc du coup, nous on l'a mis en place sur tout le stage, et aussi ici on a été courir, on a fait tout ce qu'on avait à faire avec le reste du temps, vous préparez un petit peu Alors le reste du temps, moi c'est un peu spécial. Avant de monter à cheval, je fais toujours quelque chose. Mais comme j'ai une écurie, je ne fais pas forcément des étirements, mais par contre c'est sûr que voilà, on court à droite, on court à gauche. Malheureusement ou heureusement, je fais mes box le matin. Donc quand je monte à cheval juste après, je suis chaud. Il n'y a pas de problème. Il y a 30 box, je suis plus que chaud. Voilà. Et vous aviez... pour courir entre les sites. Pour le journaliste, c'est un genre de marathon aussi, ouais, donc j'imagine qu'il faut une certaine condition physique. Vous préparez aussi Oui, plein. J'arrête pas. Je cours avant, pendant, après. Non, mais sans blague, faudrait. D'ailleurs, même nous, faudrait. Tout le monde, faudrait qu'on le fasse correctement. On a parlé de l'état d'esprit des différentes équipes, du dressage, du reining. En paradressage, on sait que c'est une équipe qui est aussi très soudée. Oui. Comment est-ce qu'ils sont arrivés ici, justement, avec quels objectifs, puisqu'on est à domicile? Je crois qu'ils ont vraiment envie de bien se montrer à leur public et ils sont déjà contents d'être là. Ah oui, je pense, oui, ils ont vraiment... Ils ont vraiment envie de montrer et de prouver ce qu'ils sont capables de faire et d'aller chercher un podium, ça c'est sûr. Hein, mais c'est vrai qu'ils sont très soudés. Et c'est vrai que depuis 2005, là, l'équipe s'est vraiment constituée, il y a vraiment un vrai staff tout autour et une ambiance formidable, oui, ça c'est sûr. Alors évidemment, on a une petite pensée pour José de Tartre, oui. Qui a déclaré forfait puisque sa jument a un petit souci de santé, donc évidemment on n'a pas pu prendre le départ, mais même lui il est venu ici. Il est arrivé hier soir. Pour soutenir justement ses coéquipiers. Ça montre, ça montre cet état d'esprit. Oui, ils étaient contents de le voir, tout à fait. Et puis lui, il est content d'être là et de les soutenir. Ouais. Est-ce qu'on peut espérer une médaille en paradressage cette année? Alors, dites-nous.
Il faudrait demander ça aux entraîneurs. C'est vrai que moi, là, je ne vais pas me prononcer. Hein, mais bon, dans le grade 1B, Thibaut, c'est ses premiers jeux. Un nouveau cheval cette année. Mais Thibaut a fait d'énormes progrès. Dans le grade 1B, bon, il y a des gens très très forts devant nous, hein, les Allemands, les Anglais. Donc là, ça va être compliqué. Le grade 3, bon, c'est vrai que José était bien placé. C'était un peu le pilier, voilà, en grade 3. Voilà, c'était un peu le pilier, mais bon, je pense que Vladimir et Samuel vont faire le maximum. Et puis dans le grade 4, Nathalie, qui est donc malvoyante, pareil, il y a des très bons éléments, mais elle a un nouveau cheval aussi cette année qui est très prometteur. Donc non, ils sont mordus. Hein. Alors vous parlez des Anglais, ça tombe très bien, puisqu'on va les écouter dans quelques instants. Xavier, merci beaucoup d'être passé nous voir. Vous allez revenir, hein? Si vous avez encore envie de m'inviter. On va réfléchir avec Angèle. On va réfléchir avec Angèle, mais a priori, on devrait refaire appel à vous quand même. Et on espère qu'il y aura au moins des médailles comme à Lexington pour le Canada, qu'on puisse partager des médailles tous ensemble. On va espérer, mais pour l'instant, on a commencé un peu trop doucement à mon goût. Bon, ça ne fait que commencer. En tout cas, Florence, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Faites une bise à tout le monde dans votre équipe, hein, avec grand plaisir. Ouais, et puis on croise les doigts, on vous suit dès demain, puisque ça recommence pour vous dès demain. Exactement. Et puis on attend peut-être la médaille française. On parlait des Anglais, ça tombe très bien, puisque c'est maintenant à eux qu'on va bien dédier notre prochaine rubrique. Ici vu d'ailleurs, ça veut dire le regard des étrangers sur ces Jeux mondiaux ici en France. Et justement, voici le regard de deux stars du paradressage, deux Britanniques. Ils ont déjà tout gagné, Lee Pearson et Sophie Wells. C'est assez similaire à ce qu'on a déjà fait. Tout le monde est gentil. Les écuries sont assez proches les unes des autres, contrairement au Kentucky, donc c'est sympa d'être avec les autres nations. Les Irlandais sont nos voisins d'écurie, donc c'est cool. Nous avons la pression. Nous avons gagné toutes les médailles d'or par équipe depuis 1996. Tous les championnats d'Europe et tous les Paralympiques. Nous sommes venus pour faire perdurer ce succès. Donc c'est beaucoup de pression et les performances individuelles sont très importantes aussi. Tenir à cheval est un bonus. J'espère être dans le top 3. J'ai l'impression que mon cheval est très spécial, mais il n'est pas aussi expérimenté. S'il fait du mieux qu'il peut, je peux gagner l'or en individuel. Il y a beaucoup de compétitions internationales en France. Je pense que les Français sont très fiers d'amener le monde entier dans leur pays. C'est sympa d'être ici car c'est très près de la maison, donc les gens peuvent venir. Le fait que les tickets soient tous vendus est également un bon signe. Je connais des Anglais qui cherchent toujours des billets, c'est fantastique. Ça veut dire que les Français ont soutenu le paradressage et c'est génial pour le sport. Les deux Anglais sont champions olympiques, ils ont presque tout gagné en 20 ans. C'est impressionnant comme le sujet que nous allons aborder maintenant. Et pour cela, nous recevons un spécialiste de l'élevage, le journaliste de l'Éperon, Emmanuel Jean Girard. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Emmanuel. Et avec vous, en face de vous d'ailleurs, un brillant scientifique qui nous a également rejoint. Alors vous m'excuserez, il va falloir que je lise la fiche parce qu'il a un nom à consonance étrangère. Le professeur Abronsorius, je ne me trompe pas? Abronsorius, parfait. Et on va parler ensemble, messieurs, de la génomique. Alors vous, Alexandre, est-ce que vous savez ce que c'est la génomique? Non, là, vous me posez une colle. Vous me posez une colle. Ouais. Là, c'est une vraie colle. Ouais. Alors la génomique, eh bien, comme moi je ne sais pas non plus ce que c'est, on va d'abord laisser l'éminent professeur Abronsorius nous en parler, puisqu'un colloque s'est tenu à Caen aujourd'hui, un colloque sur la génomique donc, et sur d'autres sujets avec, professeur, un de vos collègues, un ponte de la science, Axel Kahn. Un ponte, bon, je veux dire, il m'a piqué quand même plein d'idées, hein. Mais oui, il est connu, il aime le Star System et il se monte devant les caméras. Après, il y a des collègues qui sont un peu plus dans l'ombre et qui travaillent avec des microscopes, des cobayes et des petits-enfants des fois. Alors, vous l'avez rencontré aujourd'hui, vous avez pu échanger ensemble? Ben oui, un petit peu, parce qu'il est très pris.
Et puis moi, bon, toutes les mondanités, c'est pas vraiment mon style. Donc j'ai bien écouté ce qu'il a dit. C'était un peu pour les gens comme vous qui comprennent rien, quoi. C'est gentil. C'est gentil. Merci, professeur. Merci. Alors, je crois que vous lui avez posé quelques questions. Oui, Angèle. Alors, je lui ai demandé... J'ai un peu la mémoire qui part en toupie, comme on dit. Je lui ai demandé... Bon, j'ai voulu lui poser une colle. Je lui ai dit... La génomique. Mais qu'est-ce que c'est? Et voilà ce qu'il m'a répondu. La génomique consiste à faire de la sélection très traditionnelle, comme on l'a fait depuis des millénaires, mais simplement en anticipant sur les caractéristiques du corps, du phénotype, l'aspect, les performances des géniteurs et des descendants, car on sait que ces performances sont associées à la transmission de fragments de chromosomes, de fragments d'ADN que l'on sait aujourd'hui repérer. Et donc, ça accélère une sélection, par ailleurs, totalement classique. On prend un mâle, une femelle, de la meilleure qualité possible, et parmi les descendants, on choisit ceux qui ont hérité des meilleurs gènes pour en faire, à nouveau, des géniteurs. Extrêmement classique, c'est comme ça qu'on pratique depuis des milliers d'années. Voilà, alors j'espère que vous avez tous compris. J'ai vu qu'il y en a qui n'écoutaient pas trop en plateau. Donc Alexandre, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'a dit le professeur Kahn? Que vraisemblablement, c'est une sélection qui se fait depuis plusieurs années. Mais je vois que le monsieur, ça pourrait être le cousin de Marc, non? Vous trouvez pas? Marc Boblé, il a un peu la même coiffure que Marc exactement. Vous n'avez pas des liens de parenté justement génomiques avec Marc Boblé? Lointain, on a surtout le même coiffeur. Ah, d'accord, ok. Il y avait quelque chose, on savait qu'il y avait quelque chose. C'est ça. Bon, après, j'ai aussi un peu les mêmes ongles que Jessica Michel, mais là, je crois qu'à la caméra, on ne peut pas trop voir. D'accord, ok. Alors, on montrera les ongles du professeur plus tard. Alors, il y a la génomique, mais il n'y a pas que la génomique, je crois. Oui, parce que les gens confondent tout. Ils confondent la génomique, la manipulation génétique, le clonage, bref, c'est débile. Mais bon, il a fallu que je demande pour vous ce qu'était le clonage à ce brave Axel Kahn. Et bon, il a répondu aux questions de ce brontosaure de Xavier Librèche que j'avais envoyé pour le coup sur place. Le clonage, c'est l'inverse. Le clonage, on a des individus d'exception. On considère qu'ils sont tellement d'exception qu'on ne veut plus améliorer l'espèce. On ne veut pas, à partir d'eux, obtenir mieux en faisant des géniteurs. On fait en sorte qu'une fois pour toutes, ils sont l'espèce de référence. Ils sont l'animal qui donnera son sperme. Ou bien des clones de poulinières, les poulinières qui seront inséminées également par un étalon cloné, avec d'une part une modification totale du métier de sélectionneur, et puis dans le domaine du sport, bien entendu. Aujourd'hui, le sport équestre, c'est un sport particulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un champion, il y a deux champions. Il y a le cheval, et puis il y a le jockey, puis aussi l'entraîneur, le naisseur, l'entraîneur, etc. Du jour où on ferait des compétitions avec des chevaux clonés, pour l'essentiel, le cheval ne compterait plus. Alors Emmanuel, on connaissait un petit peu le clonage, maintenant c'est la génomique. Est-ce que tout ça c'est à l'état d'embryon ou est-ce que c'est accessible à tous? Est-ce qu'il y a des dérives possibles? Enfin, où est-ce qu'on en est? Comme le dit le professeur Axel Kahn, ce sont deux choses complètement différentes. Alors, je ne sais pas si on ne peut pas imaginer que ce soit un calcul de sa part, mais il se trouve que la façon dont il présente les choses, la génomique dont il est le défenseur aurait le beau rôle. Elle permettrait de perpétuer le métier ancestral d'éleveur en améliorant les choses et en obtenant plus de précision. Et puis le clonage, qui fait peur à tout le monde, serait quelque chose de pas forcément très bien, qui n'apporterait pas un progrès en termes d'élevage. Donc si on retient ces propos, clonage, pas terrible, dangereux, génomique, allons-y, c'est tout bénef. Et sur le terrain, vous qui voyez les éleveurs, justement, vous qui les connaissez très bien, quel est le regard justement des éleveurs par rapport à ces pratiques, à la science aussi? Est-ce que ça arrive vraiment déjà dans les élevages ou est-ce que c'est encore vraiment un discours de scientifique?
Il se trouve que le clonage, effectivement, coûte très cher. Pour l'instant, ne semble pas être un outil qui puisse permettre d'apporter du progrès génétique, puisqu'on duplique des étalons qu'on connaît et dont parfois les petits-fils ou les arrière-petits-fils sont déjà là pour produire des animaux et apporter du progrès génétique. Donc pour l'instant, le clonage est plutôt réservé à des élevages appartenant à des gens très fortunés, aisés. On pense à Léon Melchior, le Aradeus aussi a utilisé le clonage. Alors que la génomique est une technique, on a dressé la carte du génome équin en 2006, donc elle est encore très récente. En revanche, elle semble peut-être promise à un développement plus important et elle est nettement moins coûteuse que le clonage. Les trotteurs, pour une fois, sont plutôt en avance sur le cheval de sport et utilisent déjà la génomique pour introduire des notions de sélection dans l'élevage du trotteur français. Est-ce qu'on va être obligé d'en arriver là pour aller à l'excellence? Et dans toutes les disciplines confondues d'ailleurs. En arriver là, c'est un côté péjoratif, alors que... Non, mais est-ce que disons, pour arriver au meilleur niveau et pour briller encore plus, il faudra passer par ces méthodes-là? En tout état de cause, on n'est plus à l'époque où les rares nationaux décidaient qu'on lançait le transfert d'embryons ou les techniques modernes de reproduction telles que la congélation de la semence ou des choses comme ça. Aujourd'hui, ce seront aux éleveurs, aux acteurs de l'élevage de décider s'ils souhaitent que les pouvoirs publics investissent de l'argent dans ces recherches-là. Et pour l'instant, on est un peu au milieu du gué et l'avenir le dira. Alexandre, ce sont des pratiques qui vous intéressent, d'abord le monde de l'élevage, mais aussi regarder un petit peu tout ce qui se fait et vers où on va. Avec les clones, comme il disait très bien, dans le sport, on sait que Melchior l'a déjà fait, on sait que les Hus l'ont déjà fait pour une toute bonne jument qu'ils avaient perdue de manière un peu compliquée, et surtout imprévue, et du coup ils essayent de réavoir ça. Après nous, en tant que cavalier et en tant qu'amoureux des chevaux, c'est sûr qu'on a toujours un peu de recul. Tout ce qu'on ne connaît pas fait peur, hein, c'est humain. Et on a peur de ce qu'on ne connaît pas, donc le problème c'est qu'on entend tellement de choses qu'on ne sait pas vraiment ce qui est juste. Donc je pense que le débat est vraiment très bien pour éclairer des novices comme nous. Maintenant, ouais, on sait qu'il y a beaucoup de clones, et ils en ont fait pas mal, et à voir ce que ça donne par la suite. Il y a tellement d'éléments qui font la vie d'un cheval que... Professeur, vous vouliez intervenir ? Oui, je voulais intervenir, notamment parce qu'il existe déjà un cheval cloné qui a de très grandes performances. Oui, c'est dans le polo. Alors moi, j'y comprends rien au polo, de toute façon, c'est un sport tout nul. Mais bref, enfin si, non, j'aime bien, j'irai de temps en temps. Je crois qu'il y a un truc en démonstration, enfin bon, c'est pas là le truc. Il y a la Dolfina, je ne sais pas si ça vous parle, cette équipe de la Dolfina, Adolfo Cambiaso, qui est un grand joueur de polo, qui a cloné son cheval, et d'ailleurs Axel Kahn en a parlé, il s'appelle Shomi. Alors bon voilà, il faudra qu'il nous show ce qu'il sait faire. Qu'il nous show comment ça se passe. Est-ce qu'on a des clones qui sont déjà en compétition ou qui peuvent arriver en compétition? Est-ce qu'il y a un règlement par rapport à ça justement, Emmanuel? Au départ, on a imaginé que les fédérations s'y opposeraient, et puis finalement, il semble que non. La FEI n'interdit pas la mise en compétition des clones. Et en Belgique, il y a déjà des clones qui ont été produits par l'élevage Z de Léon Melchior, qui participent au cycle classique. Ils sont encore jeunes, donc pour l'instant, on ne les a vus qu'en cycle classique. Mais il y a notamment un clone de Celano Z. Qui est mort prématurément, cet étalon. Oui, qui est mort prématurément et qui a fait le cycle classique, qui s'est bien comporté en Belgique. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, sur un podium de Jeux équestres mondiaux, on ait 2 ou 3 chevaux identiques? On peut l'imaginer, aujourd'hui on peut l'imaginer. Mais encore une fois, les deux techniques n'ont rien à voir, hein. Le clonage est réservé pour l'instant à des gens très fortunés qui veulent reproduire un cheval qu'ils ont beaucoup aimé ou faire reproduire un hongre
qui a eu beaucoup de qualité en compétition pour le mais faire qui devenir ne pouvait pas étalon, se faire reproduire, pour le qu'il faire soit devenir étalon. étalon. Mais c'est encore une technique qui est peu répandue et très chère. Alors que la carte génomique d'un trotteur coûte entre 200 et 300 €. Et on l'utilise déjà dans le trotteur pour détecter les trotteurs qui sont... On a détecté un gène, l'emplacement d'un gène qui permet de détecter le niveau de précocité des trotteurs. Donc par rapport à ce gène, on a des trotteurs qui ne tombent pas facilement dans le galop et qui vont réussir assez brillamment et précocement, alors qu'on a constaté que ceux qui ne l'avaient pas n'ont pas cette précocité, mais avec l'entraînement et l'éducation, finalement réussissent peut-être plutôt mieux à long terme. Donc la génomique permet aux éleveurs de faire des choix de sélection et par rapport à des objectifs qu'ils se donnent. Ça n'a rien finalement de très nouveau, comme l'expliquait le professeur Kahn dans le reportage que vous avez passé. C'est pas une science exacte non plus. Là, pour les allures et tout ça, c'est peut-être pas mal. On va regarder ça de près dans le dressage. Moi j'ai un petit mélange là qui pourrait être pas mal. Ouais. Bon, qui pourrait être pas mal du tout. Eh ben, on va en parler. Merci beaucoup Emmanuel, en tout cas d'être venu nous parler de ces thèmes très pointus. On se retrouvera aussi, bien sûr, tout au long de cette quinzaine, à plusieurs reprises, très certainement, puisque la Normandie est une terre d'élevage et on sait que c'est un domaine qui vous tient particulièrement à cœur. Professeur, merci beaucoup. Je vous propose qu'on regarde tous ensemble nos selfies, puisque c'est le selfie party maintenant, avec des photos que vous nous avez envoyées. Jacques Ferrari, Nicolas Andréani qui se préparent, évidemment, Emmanuel Schramm, DTN chargé du dressage, et Jessica Michel, c'était lors de la cérémonie d'ouverture. On a Gauthier Baudouin qui est sur le village et qui doit nous envoyer des selfies très régulièrement, qu'on attend, Gauthier. Voilà nos dresseurs, Marc Bobler d'Auxerre et notre invité fil rouge, Alexandre Ayache, dit le Sioux. Cécilia Raymond, chargée de com de la Fédération Française d'Équitation avec Michel Astrel, le DTN, chargé du concours complet. Et Arnaud Serre qui mange sainement avant, son passage de demain. Rémi Ombec, encore une fois, la voltige avec la voltigeuse Manon Moutinho. Bref, on rigole bien dans ces équipes de France, quelles que soient les disciplines. Et voilà, encore une fois, on a vu que chez vous aussi, on rigolait bien. Demain, il va falloir soutenir Jessica Michel et Arnaud Serre. Jessica Michel qui passe en fin de matinée, Arnaud Serre en milieu d'après-midi. On y croit, dur comme fer. Oui, Arnaud va faire le job, Jessica aussi. Non, il n'y a pas de souci. Arnaud tient super bien la pression, donc il n'y a pas de problème. Bon, c'est tout ce qu'on lui souhaite, évidemment. Alexandre, merci beaucoup d'avoir passé une heure avec nous, c'est un plaisir. C'est moi qui vous remercie réellement et à très bientôt, j'espère. Nous aussi, on espère. Angèle, on finit avec le programme de demain? Oui, et le programme de demain, c'est la journée des médailles par équipe pour le dressage et le reining. Donc le dressage commencera à 8 h avec Isabelle Verte et Bella Rose au stade d'Ornano. Ça suffit, professeur. Le reining à 8 h également au Parc des Expositions. Et puis il y aura la deuxième manche par équipe du paradressage à 8 h 30 à l'hippodrome. Gros programme encore donc demain mardi 26 pour la deuxième journée de compétition de ces Jeux équestres mondiaux. Pour nous, le rendez-vous c'est toujours le même, 19 h pour des jeux et débats sur Normandie TV et cavadeos.com. Très bonne soirée à tous, à demain, ciao. À demain.